Bienvenue au Polysécure, épisode technique. Je suis avec Nicolas. Salut Nicolas. Ouais, ça va bien, Nicolas? Content de te voir, Nicolas. Très content également, Nicolas. Ça part bien. On change la formule. Le AI, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à... Aïe, ça avance tellement, ça. Ça avance vite, ça avance beaucoup. Il y a énormément d'affaires. Là, on va parler dans le contexte de Google, naturellement. Il y a eu plusieurs avancées depuis les dernières fois qu'on a parlé ensemble. Tu m'avais d'ailleurs, il y a quelques semaines, présenté déjà un modèle. Tu m'as présenté quelque chose de plus récent qui fait encore plus de sens au niveau de la façon que c'est présenté, qui est très intéressante. Parce qu'il y a un modèle de menace à évaluer au niveau du AI. Il faut l'aborder de façon comme un nouveau système qui arrive dans nos environnements. Et donc, le traité, tu avais présenté notre SAFE au Secure notamment, qui est une approche, mais ça va encore un peu plus loin les choses, puis ça a été, je pense, publié récemment, un certain nombre d'informations qui permettent justement de pousser la protection du AI un peu plus loin. C'est sûr qu'il y a des nouvelles menaces, tu sais, on en parle, puis on en découvre, puis il y en a qui se cristallisent comme étant des menaces plus ou moins... Tu sais, on est capable de mesurer à quel point ils ont réellement de l'impact, ces nouveaux risques-là qui se transforment, tu sais, en menaces à certains égards. Ce que moi, je suis content de voir, c'est une des choses qu'on a annoncé récemment. C'est un blog qu'on a publié le 18 juillet. C'est le Coalition for Secure AI, donc COSAI. Donc, c'est-à-dire que Google, avec d'autres compagnies, on a formé une coalition pour sécuriser les AI. Donc, on s'est mis ensemble avec Amazon, Anthropic, Cisco, Courier, pour en nommer que quelques-uns, IBM, Intel, Microsoft, Nvidia, OpenAI, donc plusieurs compagnies, puis j'en passe, je m'excuse si je les nomme pas tous. Le Coalition for Secure AI, je pense que l'objectif de ça, c'est tout le monde mettre la main à la pâte pour pas que que tous ces risques-là autour de l'AI ne se concrétisent pas ou de trouver des solutions communes à tout ça. Parce que si toutes ces compagnies-là partent chacun de leur côté, ben ça va fragmenter quelque chose qui est déjà en masse fragmenté. Là, la sécurité, c'est déjà en masse fragmenté comme ça. C'est le fun de voir que toutes ces compagnies-là ont créé cette coalition-là, façon à identifier c'est quoi les risques puis à apporter des solutions communes à tout ça. Puis je pense que ça va aider tout le monde à sécuriser les AI, toutes les nouvelles menaces. Je regarde ce qui est en train d'arriver côté du SAFE. Le SAFE, j'en ai parlé quand je suis venu au Secure. Et c'est un modèle qui continue d'évoluer chez nous, chez Google. J'aurai l'occasion d'en parler d'ailleurs à GoSec. J'étais invité comme speaker à GoSec 24 au mois de septembre. Donc, ces modèles-là de sécurité de l'AI, ça évolue. C'est tant mieux, c'est en train vraiment de se cristalliser sur c'est quoi les enjeux, c'est quoi les menaces, c'est quoi les risques. Puis maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Le SAFE, c'est un framework. Après, il faut penser aux risques, il faut penser aux menaces, puis après ça, il faut penser aussi à ton architecture que tu vas faire. Comment tu vas implanter la sécurité, les grands principes de sécurité. À la fin de la journée, là, il y a beaucoup des problèmes, pas des problèmes, des challenges qui découlent de l'AI qui existent déjà. Qui existaient déjà. Maintenant, il faut juste les appliquer à un modèle d'AI. La sécurité des données, la sécurité de l'infrastructure, la sécurité du réseau, la sécurité des applications. C'est rien de nouveau, là. C'est qui accède quoi? Est-ce que les personnes qui accèdent les données, c'est les bonnes données qui accèdent? Est-ce que ces données-là, ils ont été transformées sans que vous le sachiez? Est-ce que le modèle que vous avez produit, qui est essentiellement du code, est-ce qu'il a été altéré? Donc, c'est toutes ces questions-là qui commencent tranquillement pas vite à trouver leur best practice. C'est un peu ce qui manquait dans les depuis le début de cette frénésie de l'IA. Mais dans les faits, c'est que là, ça se démocratise. Puis plus ça va, plus on comprend qu'est-ce qui se passe. Plus ça va, plus on comprend, OK, c'est quoi la meilleure façon de sécuriser un LLM? C'est quoi toutes les guardrails? C'est pas le mot en français pour guardrails. Les garde-fous. Les garde-fous. Ouais. C'est quoi les garde-fous qu'il faut implanter pour protéger l'entrée puis la sortie de ton LLM?
Et ça, c'est important. Puis tu parles de la sortie. C'est une notion qu'on aurait dû appliquer en cyber depuis longtemps, qu'on a fait très Très peu. peu, hein? Mais on l'aurait dû. Fait que le concept en lui-même n'est pas nouveau. C'est juste qu'on n'a jamais senti le besoin de le faire. Le DLP est en une certaine forme de contrôle de ça, mais ce pas des technologies qui sont excessivement matures et qui ont toujours été un peu limites, qui ont toujours eu un peu de misère à arriver au résultat attendu. Mais somme toute, l'ensemble des choses demeure dans ce spectre-là qui n'est pas de nouveauté, mais c'est l'agencement, c'est la façon, puis c'est aussi de comprendre toutes les pièces mobiles du LLM. Il y en a beaucoup, Ce hein? que la plupart des gens ne comprennent pas tout à fait, puis tout ce qui est des étapes, et que chaque étape doit être protégée adéquatement. Là, tu parlais du modèle entrée-sortie, ça en est un, qui est ça, c'est le modèle de C'est production. l'exécution. L'exécution, on arrive à la fin, mais il faut protéger le modèle fondamental, il faut protéger l'entraînement du modèle fondamental ou du modèle qu'ils vont suivre. Ouais. Le produit du modèle fondamental. Le produit de l'entraînement. Produit de l'entraînement, ben oui, qu'est-ce qu'on a, les poids qu'on a qui sortent de ça. Pour les protéger, c'est bien sur un Gameface en partager, mais c'est pas tout qu'on veut partager nécessairement sur un Gameface. Et dans un exemple récent, il y a Apple, parce qu'ils ont été pris dans un certain débat sur l'usage d'un certain nombre de données. Ils ont dit leur modèle sur un Gameface, un modèle public qu'ils ont diffusé, oui, était effectivement entraîné avec de la donnée qui était dans la pile, mais le modèle commercial qu'ils utilisent pour eux ne l'est pas. Fait que ça aussi, ça a deux univers. C'est important de distinguer ces éléments-là d'entraînement. Puis c'est pour ça qu'il y a eu confusion d'ailleurs dans les nouvelles sur ça, parce que les gens ne comprennent pas la différence du modèle fondamental et l'entraînement des données qui le modèle rapidement. Et tous ces éléments-là doivent être protégés. Bref, de comprendre ces pièces mobiles-là qui font partie, en plus de juste le modèle d'exécution, comme tu mentionnes, qui est très important aussi parce que c'est ce qui frappe l'esprit. À l'heure actuelle, il ne faut pas que C'est ce qui est LLM. tangible. C'est Oui. ce que tu consommes, toi, comme consommateur d'un LLM à la fin de la journée. Là, si tu commandes tes hamburgers à ton restaurant préféré, puis que l'output, c'est pas ce que tu pensais. Il ne faut pas que le LLM me dise de manger de la terre pour me soigner de quelque chose, par exemple. Il y a beaucoup de couches. Ouais, il y a quelques security checks à faire. Ça, c'est pas des choses nécessairement que les gens de sécurité, on est habitués. On est très, très habitués de dire hey, on a une vulnérabilité, on va corriger la vulnérabilité. Là, on rentre avec des enjeux qu'on n'a jamais vraiment fait face avant. Est-ce que la réponse, elle est éthique? Hey, c'est difficile à répondre, ça. Comme professionnel en sécurité, est-ce que la réponse, c'est vraiment cette réponse-là que tu dois donner? Si quelqu'un te demande, est-ce que Paris est en France? On est dans la période des Olympiques en ce moment. Ouais. Est-ce que Paris est en France? Puis la réponse est non, c'est en Allemagne. Écoute, puis ça, quelqu'un qui veut faire dérailler un système de LLM, il peut facilement, pas facilement, non, vraiment pas, mais il pourrait, dans l'écosystème de toutes les possibilités, il pourrait venir corrompre ça. Puis après ça, donner des réponses biaisées, puis qui ne sont pas vraies. Quand ils ne sont pas vraies, c'est là que ça t'arrive, tu commandes ton hamburger, finalement, tu as un corps cuit. T'as autre chose. T'as autre chose. T'as autre chose. Oui, tout à fait. Puis ce qui est intéressant du modèle d'exécution, c'est l'entrée, parce que justement, ça limite l'exposition du modèle fondamental à des choses qui ne devraient pas. Ouais. De un, puis justement de l'aider à bien répondre. Puis de deux, quand tu as le output, puisqu'en cyber, on ne fait pratiquement pas contrôler la sortie. Donc, on vérifie ce qui sort. Là, on vérifie toutes les différentes étapes de sortie pour s'assurer que celles-ci sont éthiques aussi. On a vérifié si la question, elle était. Et on a assuré de mettre les balises dans la question que quand ça arrive au modèle, c'est ça aussi, les gens ne comprennent pas quand on utilise surtout les modèles commerciaux, ChatGPT, Gemini et Claude notamment. Quand on pose la question, il y a de l'injection qui se fait entre les deux. Quand le modèle reçoit, c'est pas ce qu'on a mis initialement parce que ces modèles-là ont tous plus ou moins des protections qui viennent vérifier s'il y a différents éléments. Et dans le cas que tu parles spécifiquement, oui, celle-ci est plus clairement décrite et voir comment on chemine de un. Et aussi à la sortie,
Et c'est pour ça que dans les premières itérations notamment de ChatGPT, il y avait beaucoup plus d'enneries qui sortaient parce que les contrôles à l'entrée et à la sortie étaient beaucoup moins efficaces de cette expérience-là. J'espère qu'OpenAI a appris un peu, mais dans ce sens-là, Google a mis beaucoup d'énergie pour s'assurer que cette situation-là ne leur arrive pas. Donc, on met des protections à l'entrée et des protections à la sortie. Ça évolue. Là, tu parles d'un modèle protection rentrée-sortie, mais ça, c'est quand tu as juste du texte. Là, on rentre dans un ère du multimodal. Tu sais, le multimodal, bon, Google appelle ça le multimodal, OpenAI a trouvé un autre terme. L'idée, c'est de dire, mon entrée n'est pas juste qu'une chose. Mon entrée est plus qu'une chose. Donc, je peux te poser une question en texte pour te demander d'analyser ou de me faire un résumé d'un document. Donc, il y a deux inputs. Par exemple, et je prends un exemple réel que j'ai fait, tu as une image, tu prends la photo de l'image et tu dis qu'est-ce que c'est. Il faut que il faut que le modèle soit capable de comprendre l'image et comprendre ma question pour répondre adéquatement, qui est également Donc, si on suit la logique, où est-ce que, dans les faits, tu as certains documents qui ont des malwares aujourd'hui? Oui. Le malware va être exécuté sur le poste de travail de la personne, va exploiter une vulnérabilité du système d'exploitation ou de l'application pour entraîner un comportement non désiré. Ben, c'est quoi la différence entre moi, je prends un document, j'envoie par courriel à quelqu'un qui clique, puis moi, je prends un document, je l'envoie sur un LLM dans le but de l'analyser. S'il y a des vulnérabilités sur un poste de travail, il pourrait y avoir également une vulnérabilité dans le modèle. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que la multimodalité, on est capable de vérifier qu'il n'y a pas de comportement malicieux à l'intérieur d'un document qui est utilisé lors de la dite multimodalité? Et là, on rentre dans des nouveaux concepts. Chez Google, de la façon qu'on le fait, ça, c'est avec l'API on valide avec VirusTotal. Essentiellement, ce qu'on fait, c'est qu'on s'assure que le document qui est joint n'a pas de comportement malicieux à l'intérieur de ce document-là. On est capable de tout vérifier. C'est un genre comme un sandbox. On est capable de vérifier est-ce qu'il y a eu... Et avant que les gens aient des cheveux blancs, comme moi, dans les étapes de vérification, l'étape du DLP arrive avant l'étape de virus fatal. Et justement, si le document est un document confidentiel déclaré par la compagnie, il va être intercepté bien avant la vérification par virus fatal. Donc, si pour ceux qui sont un peu plus nerveux, ben, le document ne se rendra pas jusque-là. Il ne s'en rendra pas jusqu'au LLM. Exact. C'est plusieurs étages, plusieurs couches. Ce que tu dis par rapport au DLP, c'est absolument vrai parce que un des enjeux que les LLM apportent, c'est qu'est-ce qui t'empêche, tu sais, quand on a un site web avec un formulaire, nom, prénom, adresse, tous les champs de PII, d'informations personnelles, c'est relativement facile à intercepter parce que c'est très fixe. Oui. C'est comme ça, le formulaire il est de même, puis c'est comme ça. Dans du LLM, là, c'est pas simple. Qu'est-ce qui t'empêche que quelqu'un te donne plein d'informations? Comment tu fais pour empêcher quelqu'un de te donner son numéro d'assurance sociale? Dans le chat. Ben, c'est ça. C'est un module qui vient détecter que tu as fait ça. Parce que c'est pas un champ standard, fait qu'on paye en texte libre de détecter. D'ailleurs, j'avais vu des modèles de détection de ce genre de choses-là au dernier Google Next. C'est très intéressant parce qu'il y a des modèles AI qui sont entraînés pour détecter spécifiquement ce genre d'informations-là, justement pour l'intercepter avant qu'il arrive trop loin dans la boucle de traitement et qu'il l'expose à des choses qui sont souvent réglementaires, non autorisées. Ça peut arriver, ça, sous forme de texte, mais ça peut aussi arriver sous forme d'audio. Ça peut arriver aussi sous forme d'image. Si je t'upload une photo de mon permis de conduire, faut que tu sois capable de retirer les informations de PII de mon permis et de les traiter après. Exactement. Est-ce que vous êtes en mesure, à l'intérieur de votre chatbot, de prendre ces données-là et de les rendre conformes à la loi 25? Ça devient difficile.
Si on prend un exemple canadien dans lequel il y a eu certaines ratées, mais ce n'est pas des ratés en entrée, des ratés en sortie, ben, c'est effectivement difficile de contrôler ce que le chatbot va faire parce que lui, il va répondre à ses périmètres. Et dans ce cas-ci, ben, le cas canadien, c'est un cas d'erreur de sortie, c'est-à-dire que l'information sortie était inexacte et malheureusement, ben, cette compagnie a perdu en cours. Puis bon, on doit payer la promesse du AI qui était inexacte par rapport au vrai tarif. Mais il est meilleur que ça, normalement, dans un modèle comme tu mentionnes, ça serait intercepté à la sortie. Et le AI ne répondrait pas quelque chose de faux comme ça. Exact. Donc, c'est vraiment comme un oignon. Hein. C'est des couches, plusieurs couches. Fait que là, à date, depuis qu'on jase, depuis qu'on discute, on a couvert le DLP, donc du PII qui rentre, qui sort du modèle, des possibles malwares qui rentrent, qui sortent du modèle. Maintenant, on parle de contenu, de validité du contenu, c'est-à-dire de donner une réponse qui est cohérente par rapport au sujet. Comme ça, si le modèle a été altéré, puis là, ça continue. Hein. Il y en a plein d'autres. On pourrait en parler jusqu'à demain. Mais l'idée, c'est ça. C'est quand on met en place ce système-là, il faut vraiment comprendre toute la chaîne à l'entrée puis à la sortie. C'est plus vrai que c'est uniquement on protège la rentrée uniquement. Il y a vraiment le contenu en sortie. Puis ce que je pense que les auditeurs doivent réfléchir, c'est comment est-ce que je suis capable de rendre mon système conforme aux lois en vigueur. Ça, c'est toute une question. Tout à fait. Surtout, puis en ce sens, j'avais mentionné dans le fond de comment redécouper les modèles, les pièces mobiles, et de comprendre aussi les pièces mobiles puis les différents éléments. Là, tu parlais spécifiquement du modèle de sortie, modèle d'exécution. Donc, c'est très important que celui-ci soit ça, parce que c'est ça qu'on expose, justement, au niveau conformité légale. Mais si on réentraîne, comment aussi, il faut qu'on s'assure que les modèles, et là, on a des cas juridiques qui commencent à se former où les modèles, certains modèles auraient été entraînés avec de la donnée de façon non autorisée. Donc, s'assurer aussi, même à ces phases-là, si on le réentraîne avec les données qu'on utilise en cours de production, est-ce que celles-ci ont été correctement filtrées, s'assurer leur propreté au sens légal, au sens de la loi notamment. Si tu as utilisé des données personnelles pour entraîner un modèle, mettons que tu as vraiment voulu faire ça, ce qui ne devrait pas être. Ce que je déconseille. On déconseille. Ça déconseille énormément. Là. Mais admettons que vous l'avez fait, puis que là, il y a quelqu'un, selon la loi 25, avec une demande à la Commission d'accès à l'information, vous demande de l'effacer, d'effacer son historique. Et là, vous avez entraîné votre modèle avec ces données pour réussir à remonter la chaîne. Bonne chance. Oui, ben, c'est pas encore démontré qu'on est capable de facilement effacer des contenus de la mémoire du modèle fondamental ou du modèle réentraîné. Je pense qu'il va falloir le réentraîner, moi. Puis pour partir de zéro, c'est souvent le seul plus simple. Et ça coûte cher. Oui, mais ça coûte cher. Puis en espérant que ce ne soit pas un modèle fondamental, parce que ça, c'est vraiment très cher. Un entraînement sur un modèle fondamental, par-dessus un modèle fondamental est beaucoup moins dispendieux parce que, bon, le temps de traitement est beaucoup moins long. Puis, bon, on comprendrait que c'est plus facile, mais quand même, c'est du temps et de l'argent qu'il faut investir. Et rien de ça est gratuit. Même si l'apparence ne va pas coûter cher, quand on commence à faire ça, ça commence à chiffrer très, très, très rapidement. Exact. C'est très dispendieux d'entraîner. Donc, si tu es pour entraîner, entraîne conformément aux lois en vigueur pour la cyber. Puis, ce que moi, j'aimerais voir plus, c'est voir les équipes de sécurité impliquées plus tôt dans le cycle de développement des modèles. Parce que ce qui se passe fréquemment, c'est que là, tu as une unité d'affaires dans une entreprise qui décide d'entraîner un modèle pour pouvoir produire un output, de résoudre une problématique d'affaires ou adresser quelque chose, faire un produit. Là, ils font tout ça sans consulter les gens de sécurité. Les gens de sécurité qui, eux, ils sont conscients ou pas conscients, mais plus au courant. Au moins poser les bonnes questions. Exact, c'est ça. Ils vont poser la bonne question. Puis ça, je l'ai vécu dans des organisations où il est en train de tester du AI sur un laptop d'un quelqu'un, puis c'est encore plus artisanal que ça encore.
Et juste de poser les questions fondamentales en cyber, c'est bon, sur quelle donnée vous utilisez, quel genre de système vous utilisez, est-ce que vous contrôlez les sources, est-ce que vous contrôlez les différents éléments, est-ce que l'ordinateur est sécurisé, est-ce que vous avez une autorisation pour les les données d'entraînement, quelles sont-elles, est-ce que vous avez une mesure, est-ce que vous avez des objectifs, et ainsi de suite. Puis même aussi simple, puis des fois, puis même dans le cas des AI, ça m'est arrivé, je dis, ouais, c'est quoi le besoin d'affaires qui justifie ce que vous faites? Là, si la réponse est ben, on a un petit problème ou peut-être un gros problème parce qu'on n'entraîne pas, surtout en modèle en entreprise, on n'entraîne pas du AI sans qu'il y ait un objectif. Parce qu'un objectif, Ouais, on ne peut pas s'amuser avec ça. On a un objectif d'affaires. Et encore, là, on va aller plus loin parce que ça, on parle vraiment du LLM. Mais du AI, ça existe en dehors du LLM depuis beaucoup plus longtemps. Tu l'avais bien montré dans le graphe sur attention sécure, ça existe depuis déjà un bon bout de temps. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Est-ce que le LLM est le bon chemin pour arriver à ce que vous voulez faire ou il y en a d'autres modèles qui sont plus petits, on a besoin d'un modèle fondamental aussi vaste que le LLM parce qu'on n'a pas d'interaction de type langage avec des éléments comme ça. Il y a eu même des cas de jurisprudence au Québec qui ont évalué l'usage de AI qui ne faisait aucun lien avec le LLM. Et effectivement, s'il y a des données, il faut les protéger, dans l'entraînement. Bon, c'est facile de juste parler du LLM, mais c'est beaucoup plus vaste que ça aussi. Là. Comprendre pourquoi on fait ça. Je pense que là, on revient un peu. Écoute, on prend la discussion qu'on a, c'est super hot, mais tu sais, à un moment donné, il faut que tu regardes la structure puis la séquence de la chose. Là, quand on revient à ces questions-là, le SAFE adresse ça. Le Secure AI Framework de Google aide à réfléchir à ces questions fondamentales-là. Fait que, tu sais, si on résume un peu tout ce qu'on a discuté, là, c'est quand on est parti, j'adore ça. Tu sais, à la base, tu as le risque. Du risque, tu vas définir de la gouvernance. Ça, c'est le safe. Le risque là, des frameworks des high risk, là, il y en a plein de NIST, il y en a sorti un bon, il y en existe plusieurs. Ton risque va définir ta gouvernance. Ta gouvernance va résulter dans des décisions d'architecture puis de structure. Puis par la suite, ben, il faut que tu t'assures d'opérationnaliser tout ça. Là, c'est là qu'on parlait de in-out. Fait que, quand on regarde la chaîne, là, de bout en bout, là, c'est vraiment ça. Tu as le risque, la gouvernance qui mène à ton architecture pour l'entraînement. Donc, comment tu vas l'entraîner, comment tu vas rouler tes inférences, puis après, tout ce qui est lié à tes inférences, parce que là, tu as la chaîne in-out de ton LLM avec toutes les stacks, toutes les couches qu'on a discutées. C'est pas simple. C'est vraiment pas simple, mais il faut que les gens ils se renseignent sur comment tout ça marche. Écoute, chez Google, moi, je suis là-dedans à semaine longue, puis j'ai encore de la difficulté à comprendre toutes les moving parts de ça. Puis je suis dedans à semaine longue. Donc, je souhaite vraiment que les gens ils se renseignent, qu'ils regardent, qu'ils posent les bonnes questions. Je pense que c'est la clé. Oui, mais qu'on arrête de penser que ce n'est que de la magie, que c'est. Puis c'est un peu. Malheureusement, c'est ce que je vois encore trop souvent autour de moi, c'est que les gens voient ça comme de la magie, quand dans le réel, c'est pas de la magie, c'est de la mathématique. C'est des maths. C'est des maths très intenses que je ne comprends pas, mais c'est quand même des maths. Il n'y a pas de magie là-dedans. Il y a des raisons pourquoi ça se passe. Et comme tout ce qui se passe en informatique, bien, ça doit, à un moment donné ou un autre, être compris par les gens qui l'opèrent, jusqu'à un certain point, pas être capable d'arriver. Puis donc, les experts, notamment en cyber, soient capables d'intervenir adéquatement, pas que l'entreprise soit dans le pétrin. Très intéressant. Oui, ça conclut ce sujet-là.